Rebonjour à tous du coup, j'espère que vous êtes d'attaque pour cette dernière session. Du coup, l'après-midi, on a vu déjà des sujets qui faisaient assez mal comme la mise à jour iOS et la TVA, qui, voilà, c'est vraiment des sujets pas marrants. Et je vais vous achever encore plus en vous parlant de la DGCCRF. Donc, donc bienvenue dans cette dernière session. Alors du coup, juste une petite précision, c'était pas 130 000 euros par mois, c'était bien 130 000 euros en 10 mois. Et je suis passé à zéro à cause de la DGC, donc je vais vous en parler juste après. Alors déjà, qui suis-je? Il faut savoir que je ne me prends pas du tout pour un expert certifié en SEO, en e-commerce. Je viens vraiment en toute humilité, entre guillemets. Donc je vais juste rapidement vous parler de SEO pour vous montrer un petit peu comment j'ai fait pour atteindre ce chiffre d'affaires en un peu moins d'un an. Et ensuite, on passera à la deuxième partie du coup, qui consistera à vous parler un petit peu du contrôle que j'ai eu récemment par la DGCCRF. C'était en mai dernier. Donc c'est vraiment une expérience, pour moi c'était vraiment pas marrant. J'ai pas dormi pendant quelques semaines à cause de ça. Mais voilà, c'est pour vous éviter, je vais vous donner quelques tips pour pouvoir vous éviter ce genre de problème. Donc du coup, je suis ingénieur informatique. J'ai pris un CDI, pour la petite histoire, c'est vraiment que pour investir dans l'immobilier, puisque je suis Cédric depuis pas mal de temps. Je savais que le CDI, c'est vraiment la voie royale pour investir dans l'immobilier. Donc c'est un CDI que j'ai pris pour ça. Je suis ingénieur informatique chez Vinci Énergie. C'est un CDI, du coup je suis chef de projet. Je l'ai pris vraiment en sachant que j'allais le quitter, que je voulais quitter la rat race. Et en parallèle, du coup, pour la petite histoire, j'ai commencé à entreprendre. Comment dire, déjà, j'ai connu Cédric. Et quand j'ai perdu mon stage ingénieur, c'était un stage qui était chez Micropole à Levallois-Perret. C'est une petite ESN, donc une entreprise informatique. Et au bout d'un mois, c'est un stage qui devait durer 6 mois, ils ont viré tous les stagiaires. Donc je me suis rendu compte que c'était vraiment pas. Enfin, la rat race, c'est vraiment pas ce qui me plaît. J'aime vraiment être indépendant, etc. Du coup, à partir du moment où j'ai perdu mon stage, j'ai vraiment commencé à me former. Dès le lendemain, j'ai commencé à me former en e-commerce, en immobilier, etc. J'ai essayé d'optimiser mon temps. Et au bout de 6 mois, du coup, j'ai réussi à avoir les premiers résultats en SEO. Mais avant ça, j'avais commencé à entreprendre, j'avais eu pas mal de projets. Donc, comme indiqué sur la slide, j'avais eu 7 business pas rentables du tout. Je m'étais lancé en MLM avec Herbalife, puisque j'adore le sport. Donc, c'était pas du tout mon truc au final, Herbalife. Et il nous disait de supplier nos clients de prendre nos produits. Enfin, c'était pas du tout l'état d'esprit que je voulais. J'ai testé le trading. Bon, là, c'est vraiment passionnant, mais j'ai pas été assez persévérant. Du coup, j'ai un ami qui a un hedge fund et je lui passe un petit peu d'argent. Enfin, c'est pas du tout mon domaine. J'ai aussi testé le print on demand. C'est du e-commerce. C'est un peu plus éthique que le dropshipping puisqu'on crée nos propres produits. Là, c'était une marque. Ça s'appelait. Bon, c'était mon premier business. Du coup, c'est pas du tout. C'était un très mauvais marketing. Ça s'appelait Passion Bouffe. On vendait des tote bags, des t-shirts, plein de produits, même des mugs sur lesquels on s'est imprimé nos propres designs qu'on crée nous-mêmes. Donc ça a assez bien marché. On avait eu que 600 clients et au final on était en break-even. Donc on gagnait pas, on perdait pas, on était en break-even total. Donc c'est un business qu'on a revendu avec mon associé à une brokeuse de e-commerce. Donc le métier c'est vraiment elle achète et elle revend les shops. Donc c'est un bon contact que j'avais. Et donc vraiment aucun business rentable jusqu'à ce shop en SEO que j'ai pu lancer après la perte de mon stage ingénieur. Du coup, j'ai mis expertise en SEO, mais pour l'instant, je me considère pas expert, donc je ne donne pas de coaching. C'est vraiment, je vais vous montrer juste la stratégie que j'ai appliquée. Alors du coup, pour parler chiffres et stratégie, alors en SEO, au bout de 6 mois, j'ai atteint 1000 euros par mois de chiffre d'affaires. Donc ça représentait à peu près 500 euros de bénéfices nets. Comme j'avais perdu mon stage et que j'étais pas encore en CDI, c'était cool. Ça me permettait d'aider un peu mes parents à rembourser les études d'ingénieur qui étaient assez chères. Pour la petite histoire, j'ai fait la même école d'ingénieur que Cédric, qui n'est pas dans la pièce. C'est l'ECAME PMI à Cergy-Pontoise et c'était des études assez chères. Du coup, ça m'a fait du bien. 1000 euros par jour, ça c'est le palier que j'ai atteint quand j'ai optimisé au moment de Noël. On le voit juste là. Tac. Donc là, c'était vraiment, j'ai lancé ça à peu près en 2019. Et donc là, c'est les résultats en SEO.
Et au moment de Noël, j'ai décidé de lancer. En fait, j'ai fait une formation de Russell Brunson, c'est un entrepreneur américain, qui conseille d'appliquer la stratégie de who, not the how. Donc là, c'est en gros, quand on n'a pas une compétence, pour gagner du temps, on va directement déléguer à quelqu'un qui les a. Donc là, j'ai payé un associé de Yomi Denzel, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un e-commerçant français. Donc j'ai travaillé directement avec son associé, il a pu lancer des pubs sur mon shop. Et là, je suis carrément passé de 1 000 € par mois à 1 000 € par jour avec la pub Google. Mon record, c'était 2 730 € de chiffre d'affaires, donc c'était à peu près 1 000 € dans ma poche. Donc ça fait du bien. Et du coup, 40 000 € par mois de chiffre d'affaires. À ce moment-là, du coup, j'étais en CDI. Ça représentait du coup, en moyenne, le dropshipping, c'est environ 25% de marge nette. Enfin, mes potes qui font du dropshipping et moi, on est à peu près toujours à 25% de marge nette, après impôt, après coût produit, après le coût des agences publicitaires, etc. Donc ça représentait 30 000 € de bénéfices en tout en 10 mois. Le temps de gestion, juste pour que vous sachiez, le SEO, ça me prenait 1 heure par jour. J'en parlais avec Kevin tout à l'heure. On rajoute des fiches produits. Enfin, il y a pas mal de stratégies que je vais vous montrer juste après. Donc 1 heure par jour pour faire le SEO, donc rajoute fiches produits, de blog, on va en parler après, et traiter les commandes, gérer l'équipe de SAV que j'avais mis en place, etc. Et du coup, la stratégie que j'ai établie quand j'ai perdu mon stage d'ingénieur, c'était vraiment de construire une bonne base SEO, un site que Google apprécie, que Google montre aux potentiels clients. Et donc le but, c'était vraiment de se positionner en premier sur Google, de ranker le site. Et puis, une fois qu'on est bien positionné, qu'on a les bons mots-clés sur le site, de lancer, de scaler en lançant des pubs Google, tout simplement. Ce qu'il faut savoir avec cette stratégie, c'est qu'il y a un énorme potentiel à la revente, puisque c'est vraiment un business passif. Le SEO, une fois qu'il est en place, ça tourne tout seul, il n'y a plus rien à faire, les pubs sont gratuites, enfin il n'y a pas de pub justement. C'est Google qui apprécie votre site et qui le montre gratuitement. Donc c'est vraiment super intéressant. Il y avait un potentiel de revente. Bon, malheureusement, j'ai perdu le shop, comme je vais vous le dire après. Je vais vous donner quelques tips pour vous éviter ce genre de soucis. On m'a supprimé mon shop de Shopify. Mais il y a un gros potentiel à la revente et la brokeuse m'avait estimé la vente à environ 40 000 €, je crois. Donc malheureusement, c'est pas dans ma poche. Alors du coup, là, je vais vous parler rapidement de ma stratégie en SEO. Et la deuxième partie, ça va être du coup la législation en France. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pendant mes 2 convocations à la DGCCRF. Alors qu'est-ce que le SEO pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout? C'est le Search Engine Optimization. Donc c'est du référencement naturel et gratuit sur Google. On peut en faire aussi sur Bing, comme on disait tout à l'heure avec Kevin. On peut en faire sur Google, sur les différents moteurs de recherche. Mais moi, c'était vraiment sur Google que je me suis spécialisé. Donc c'est le fait de savoir parler à Google de manière à ce que son algorithme apprécie votre site et le montre du coup aux potentiels clients. Et c'est une stratégie qui est vraiment long terme, puisque moi j'ai bossé vraiment tous les jours pendant 6 mois. Et c'est vraiment au bout de 6 mois que j'ai entendu le schling de la première vente. Donc voilà, faut vraiment être patient et persévérant. Du coup, il y a plusieurs tactiques au sein du SEO. Il y a déjà l'analyse, puisqu'on va sur pas mal de sites comme Ubersuggest pour voir le rank de la boutique. On regarde à quelle position il est sur Google, etc. On regarde le volume de recherche des mots-clés. Par exemple, moi, pour un produit, s'il n'a pas 20 recherches minimum par mois, je n'ajoute pas le produit sur la boutique. Et pour une collection de produits, c'est plutôt 1500 recherches par mois de volume que je recherche. Mais ça, je vais l'aborder dans la slide juste après. Donc, il y a pas mal d'analyses à faire. Il y a le ranking du coup qui est analysé. Quand je vois les petites étoiles, ça me fait penser, quand votre site commence à être connu sur Internet, il y a Trustpilot qui existe. Et là, malheureusement, ça permet aux clients mécontents, puisque forcément les clients contents ne laissent pas leur avis. Les clients mécontents, du coup, vont laisser une note sur Trustpilot, donc en laissant leur avis. Il faut faire très attention à ça, parce que c'est à cause de ça que mon site s'est fait plomber, du coup. Pour la petite histoire, c'est ma concurrente directe qui a... En fait, j'avais un nom de domaine similaire à ma concurrente directe. Donc je vais même vous dire ma niche que je ne recommande pas du tout. J'étais dans les peluches pour enfants. Donc en plus c'est très réglementé en France, les jouets pour enfants, du coup je ne recommande vraiment pas. Si un enfant avale un œil, on peut finir en prison, j'étais pas assez assuré de ce côté-là.
Donc ma concurrente, les mails du service client étaient assez similaires, et les clients qui avaient des soucis contactaient ma concurrente par erreur. Et ma concurrente, comme j'ai dû avoir 5000 clients en un an, forcément il y en a une cinquantaine qui ont contacté ma concurrente par erreur. Et donc elle leur a dit d'aller porter plainte contre moi en disant que c'était une arnaque. Donc concurrence un peu déloyale, puisque j'ai vraiment fait tout dans les règles, j'ai déclaré mes impôts, je remboursais les clients mécontents, etc. Donc voilà, c'est vraiment pas cool de sa part. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? C'était du coup les clients portaient plainte sur le site Signal Conso. Donc si vous avez un site, faut vérifier qu'il n'y a pas de plainte contre vous sur le site du gouvernement, puisque c'est un site qui est directement relié à la DGCCRF. Donc il faut vraiment faire attention à ce site et à Trustpilot. Alors du coup, ça c'était ce dont j'ai parlé pour les petites étoiles. Ensuite, il y avait le trafic. On va voir juste après une stratégie pour les backlinks. Il y avait aussi une stratégie, moi j'étais dans les peluches, du coup le site je l'avais appelé tout simplement les mots-clés que les gens recherchent, peluche-animaux.fr. Donc c'est pour ça que ça a contribué à la réussite entre guillemets du site. Les mots-clés c'est important aussi. Sur chaque fiche produit, je vous ferai un petit exemple peut-être tout à l'heure au tableau d'une fiche produit idéale en SEO. Donc très important les mots-clés, rechercher, choisir des mots-clés qui ont un volume minimum de recherche par mois sur Ubersuggest, qui s'appelle maintenant Neil Patel. Donc les backlinks, c'est tout simplement, pour ceux qui ne connaissent pas, un échange de liens. Donc en résumé, ça consiste à contacter un site qui est dans la même niche que nous, et on lui propose de mettre un lien vers notre site sur son site, et en échange, enfin lui il a un lien qui mène vers notre site sur son site, et nous en échange on lui met un lien de son site. Enfin en gros c'est un échange de liens quoi. On construit un blog sur notre site avec un lien qui mène vers le sien. Et du coup, ça doit vraiment être dans la même niche. Donc moi, je contactais bien sûr des sites dans la thématique des jouets, des animaux. Tout simplement sur les groupes Facebook, je mettais un message et ça marchait, j'avais plein de retours, plein de demandes. Donc ça a facilité la recherche de backlinks. Après, je vais vous montrer sur la slide d'après quelques sites qui sont pas mal pour déposer des backlinks très rapidement et gratuitement. Et donc l'optimisation, là c'était juste pour vous parler du fait que c'est intéressant de modifier un petit peu le code de la boutique pour le brander, pour faire un petit peu de branding. Là j'avais vraiment créé un univers pas mal, attrayant pour les parents et les enfants. On aurait vraiment dit un site en mode un petit peu Disneyland, on va dire. Il y a même des enfants qui commandaient sur mon site et j'ai eu quelques soucis à cause de ça. J'ai des parents qui me demandaient des remboursements des enfants qui avaient fait des commandes de 300 € sans leur permission. Et donc voilà, vraiment créer un univers autour de la niche. C'est intéressant. Ça porte ses fruits. Et bien sûr, stratégie de contenu. Donc là, c'est pas du tout la même stratégie dont Cédric nous parlait ce matin. C'est pas forcément que du contenu sur les réseaux sociaux. Là, c'est plutôt du contenu avec des articles de blog au sein du site. Donc là, le but, c'est vraiment de mettre des mots-clés en rapport avec la niche dans des articles de blog qui sont hébergés sur le site, en résumé. Et donc là, Google va apprendre vraiment à connaître votre niche et à le montrer aux potentiels clients qui recherchent les mots-clés sur Internet. Alors du coup, là, c'est vraiment une slide un peu immonde, mais c'était pour vous résumer un petit peu les différentes techniques que j'ai appliquées tout simplement en quelques mois pour le SEO sur ma boutique. C'est la technique qui m'a apporté ces résultats. Premièrement, du coup, c'est vraiment faire un site de niche. Donc moi, c'était dans les animaux et les jouets pour enfants. Mais ça peut être dans les cosmétiques, ça peut vraiment être dans plein de niches. Il faut vraiment créer un univers. Il faut faire une analyse de mots-clés. Donc là, on a soit les suggestions Google. Donc par exemple, moi, j'avais des collections, donc peluche tigre par exemple, et je regardais pour trouver le nom d'un produit. Je tapais peluche tigre et je regardais ce que Google me propose après. Et ça me permettait de trouver le mot-clé d'un produit qu'on met dans la collection. Donc ça, c'est les suggestions Google. Donc c'est gratuit, bien sûr. On a aussi des outils gratuits comme Ubersuggest, juste là. Et ça s'appelle maintenant Neil Patel. C'est un outil gratuit qui permet, du coup, comme je disais juste avant, d'analyser un petit peu le volume de recherche des produits, le rang de votre boutique sur Google. Et on a des outils plus performants comme Ahref. Et il y a pas mal d'outils comme SEMrush aussi qui permettent d'obtenir plus de détails sur le volume de recherche, etc. Donc moi personnellement je me suis débrouillé avec les suggestions Google et Ubersuggest, donc que des outils gratuits.
Et du coup, comme je disais, au niveau du volume des mots-clés, pour mettre un produit sur mon site, il devait avoir 15 recherches minimum par mois. Ça me permettait d'obtenir quelques clients. Et 1200, par exemple, peluche tigre, ça représente le nom d'une collection. Comme ça représentait plus de 1200 recherches par mois, je l'ai mis sur le site et ça a très bien fonctionné. Ce qui fonctionnait bien, c'était vraiment le tigre, chien, chat, les recherches, les mots les plus recherchés. Ajout de contenu frais très régulièrement. Là, c'est tout simplement le fait, comme on se disait avec Kevin tout à l'heure, de rajouter des produits, donc 5 produits par semaine personnellement. Je faisais 5 produits par semaine après le boulot ou juste avant d'avoir mon CDI. 5 produits par semaine, et on peut bien sûr faire des collections. C'est très intéressant pour les stratégies qu'on va voir juste après. Il y avait aussi l'ajout de backlinks. Donc là, comme je disais, c'est des échanges de liens gagnant-gagnant. On s'échange des trafics. Donc on peut analyser très facilement les backlinks avec les sites comme Ubersuggest. Là, le rythme, il n'est pas très important pour ajouter les backlinks. Je peux en rajouter 500 d'un coup. Ou alors, je peux payer. Par exemple, il y a un site qui s'appelle eReferrer, où on peut vraiment analyser les backlinks qui sont dans notre thématique et les acheter. Moi, je n'ai pas vraiment procédé avec des backlinks payants, mais pour 20 €, on peut avoir des backlinks de grande qualité et vraiment accélérer les rythmes. Donc ça peut être intéressant. Mais le rythme, par exemple, on peut ajouter 500 backlinks d'un coup sur la page d'accueil, qui pointent vers la page d'accueil, comme on peut en ajouter 10 par semaine, ça ne change pas grand-chose. Donc, voilà, comme je disais, on peut cibler soit la page d'accueil, soit les pages de collection. Par exemple, si je veux cibler la page de collection peluche tigre, j'allais sur les blogs qui parlaient de tigres, tout simplement, tout ce qui est en rapport avec les tigres. Je leur demandais soit de faire un échange de liens, soit il y avait la possibilité de laisser un commentaire. Ça s'appelle le livre d'or. Donc il y a des sites qui proposent ça. Donc là, tout simplement, vous laissez une note avec le lien qui mène vers votre boutique. Donc là, Google va détecter un lien vers votre boutique et va le faire gonfler. Donc ça, c'est intéressant, le livre d'or. Et puis, s'il n'y a pas de livre d'or, vous contactez directement le propriétaire du site et vous lui proposez un échange gagnant-gagnant, tout simplement. Du coup, qu'est-ce que je disais Backlinks. Ouais. Alors ensuite, il y avait les articles de blog, du coup. Le rythme, c'est assez important. L'idéal, c'est un tous les 10 jours sur les sites de dropshipping. En tout cas, c'est ce qui a marché pour moi. Un blog de 500 mots minimum. Moi, c'était 550 mots pour les articles de blog. Un tous les 10 jours. Et pour trouver le thème, pour trouver vraiment le sujet de votre blog, vous pouvez aller sur Answer the Public. Et là, en tapant un mot-clé, ça vous sélectionne toutes les questions les plus recherchées par les gens concernant ce mot-clé. Donc c'est vraiment pratique. On gagne pas mal de temps avec cet outil. Et donc là, pareil, le volume du titre que vous choisissez pour votre blog, je fais en sorte qu'il y ait au moins 500 recherches par mois. Et ça permettait d'entraîner vraiment pas mal de trafic sur le site. Ensuite, une autre tactique, c'est le maillage interne au sein du site. Donc là, l'idéal, c'est pas de faire des liens entre chaque page, entre chaque blog, entre chaque collection de produits. Sinon, Google estime que c'est un peu du spam. Moi, je sais environ 10 à 20% de maillage interne dans mon site. Donc c'est juste le fait de relier un petit peu les pages qui sont en lien les unes aux autres. Et on peut, grâce à ça, augmenter le temps passé par les visiteurs sur le site. Et ça, Google apprécie énormément. Ça montre que le site est de qualité, entre guillemets. Donc voilà, ça diminue le taux de rebond. Pour ceux qui connaissent, le taux de rebond, je crois que c'est le fait de cliquer sur moins de 2 pages. Il faut qu'il soit inférieur à 5%. Enfin, il y a plein de statistiques. Donc le maillage interne, c'est vraiment intéressant. Juste un petit conseil pour ceux qui veulent se mettre au SEO. Pour le maillage interne, le mieux, c'est vraiment de faire des petites boucles. Par exemple, quand on est sur un produit, en prenant ma niche, quand j'étais sur une peluche tigre noire, j'emmenais vers une peluche tigre blanc, roux. Et Google apprécie puisque les clients font le tour des produits. Ça augmente le temps passé sur le site, tout simplement. C'est vraiment super simple. Et ce que vous voyez en fin de ligne, là, informationnel, transactionnel, ça c'est juste le fait que Google apprécie. Informationnel, c'est les blogs, et transactionnel, c'est les produits. Donc Google apprécie que le visiteur trouve votre site par l'intermédiaire d'un blog et trouve le produit grâce au blog, etc. Donc le but, c'est de mener les clients grâce à un blog informationnel, puis vers les pages de produits qui sont transactionnelles.
Ensuite, il y a une autre stratégie qui consiste tout simplement à créer des pages sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est un petit peu la stratégie de Cédric pour amener du trafic gratuit sur le site. Là, j'avais juste un Instagram avec seulement 1000 abonnés sur ma boutique, Peluche Animaux. Et il y a une autre stratégie qui est un peu liée, qui s'appelle les programmes ambassadeurs. Alors là, c'est intéressant, il y a une application qui s'appelle GoAvPro, que je vous conseille si vous choisissez cette stratégie. J'ai un ami à moi qui l'utilise et qui réussit à se faire un bénéfice de 15 000 nets par mois, donc c'est pas négligeable, il s'est même expatrié à Malte. Du coup, c'est une stratégie qui consiste tout simplement c'est des micro-influenceurs en fait, des micro-influenceurs qui vont vous faire de la publicité gratuitement sur les réseaux sociaux. Ils vont vous leur envoyer un produit gratuitement, ils vont le montrer à leurs abonnés en leur proposant un code promo. Et vous allez les rémunérer en fonction du nombre de codes promo qui provient de leur communauté, tout simplement. Donc ça, c'est des échanges gagnant-gagnant avec les micro-influenceurs. En général, c'est 10 000, 50 000 abonnés sur Instagram, c'est parfait. Ils acceptent les produits gratuits. Donc ça, c'est une stratégie grâce à GoAvPro qui est vraiment simplifiée. Tous les flows de mails, tout est déjà fait en fait. Tout est déjà optimisé. Ensuite, du coup, bien sûr, il y a le branding, comme je disais avant, le fait de créer vraiment une image de marque et un univers autour de la niche. Et en SEO, il faut savoir que la qualité est plus importante que la quantité. Par exemple, j'ai un ami à moi qui faisait du spin. Ça veut dire qu'il utilisait un robot pour créer des fiches produits automatiquement. Mais Google va bannir ça assez violemment. Donc c'est une technique vraiment à bannir. Il faut vraiment tout rédiger à la main, même si ça prend un peu de temps. Comme c'est une stratégie long terme, ça paye. Ça paye. Alors ensuite, les apps incontournables que je voulais vous citer, il y a SEO Mignon. Ça, c'est juste une app qui consiste en fait, non, c'est une extension qui vous permet de voir un petit peu la structure SEO d'une page produit. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Shopify, dans une page produit, le titre que vous mettez le titre que vous choisissez dans Shopify, ça correspond à un H1. Puis dans la description, vous allez mettre des sous-titres en fait en H2. Là, j'espère que c'est pas trop technique, mais en gros, le H1 c'est le titre de Shopify. Dans la description, ensuite vous mettez un H2 avec le mot-clé. Ensuite 2 phrases avec le mot-clé. Puis un H3 et ensuite un H3 sans le mot-clé. Et en dernier, une description naturelle sans forcément le mot-clé, mais avec des mots en rapport avec la niche. Et en dernier, c'est les listes à puces. Donc ça, c'est vraiment la page produit idéale. Si vous voulez, je rajouterai à la présentation, comme ça Cédric pourra vous l'envoyer. Donc ça, c'est SEO Mignon qui permet de contrôler la structure H1, H2, H3 de votre page produit et de voir un petit peu la stratégie des concurrents pour voir ce qu'ils font. Ensuite, il y a l'application SEO King. Donc ça, c'est l'application la plus dingue que j'ai trouvée dans le SEO. Ça permet vraiment, une fois qu'on est sur Shopify, on rentre les images, on ajoute vraiment le produit. Et une fois que le produit est sur Shopify, on clique sur un bouton et ça remplit vraiment tout sauf la description produit. Donc ça optimise la métadescription, ça optimise les mots-clés, les alt textes derrière les images. Enfin, ça optimise vraiment tout votre SEO, même si vous y connaissez pas du tout. Il faudra juste faire la description produit. Donc SEO King, si vous voulez me poser des questions tout à l'heure par rapport à ça, pas de souci. Et enfin, du coup, il y a SEO Footprints. Donc la dernière application, enfin c'est pas une application, c'est un site que je vous conseille fortement pour les backlinks. Vous rentrez la niche, vous rentrez votre niche dans SEO Footprints et ça va vous sortir tous les blogs sur lesquels vous pouvez déposer un backlink gratuitement. Donc ça, c'est une des techniques que j'ai utilisées et qui a très bien marché. Voilà, tout simplement, c'était la technique pour avoir les backlinks gratuits. Ah, voilà. Là, on va passer au gros problème qui explique un peu le titre de mon intervention. Alors, du coup, c'était en mai dernier. Après avoir fait des mois à 10 000 euros net à Noël, j'étais content, je pensais que j'allais changer de vie, etc. Et malheureusement, j'ai reçu une lettre recommandée, une lettre verte, où au début je pensais que c'était pour les impôts ou quelque chose de pas grave, puisque j'étais en règle. Et malheureusement, c'était un contrôle de la DGCCRF à cause de la concurrente directe, du coup. Puisqu'il y a eu pas mal de plaintes, ils se sont rapprochés de moi pour me faire ce contrôle. J'ai été convoqué, ils m'ont demandé énormément de papiers, que je vous ai un petit peu listé ici, pour que vous puissiez justement vous préparer en cas de contrôle. J'aurais bien aimé avoir cette liste avant de me faire contrôler.
Euh, c'est vraiment pour vous donner quelques tips. Au cas où vous subissez un contrôle, vous allez pouvoir éviter une grosse amende, parce que l'amende peut aller jusqu'à 1000-1500 euros par produit. Et vu que j'avais 550 produits sur le site, en gros, ça fait 825 000 euros d'amende, mais je pense pas qu'ils aillent jusque-là. Comme c'est le premier contrôle, je pense que ce sera juste un avertissement pour l'instant. Mais je croise les doigts. Alors, concernant les normes CE, c'est ça qui m'a plombé. J'ai pas les normes CE de mes produits. Comme c'était des produits pour enfants en plus, c'était mal joué de ma part. Il faut absolument les normes CE de vos produits, ou ROHS. C'est à peu près équivalent. Je ne suis pas très fort en législation française, mais c'est à peu près équivalent. Si vous avez une des deux normes pour vos produits, c'est bon. Ils ne vont pas vous embêter avec ça. Donc, il faut demander à vos fournisseurs la norme CE. S'ils l'ont pas, vaut mieux éviter de vendre, sinon c'est à vos risques et périls. Il faut éviter bien sûr les allégations trompeuses sur le site, donc tout ce qui est dons aux associations. Moi forcément, je ne suis pas de mauvaise foi, mais j'avais mis sur mon site que j'allais donner 5% de mes bénéfices à 30 millions d'amis. Bon, je voulais vraiment le faire, j'allais le faire en fin d'année, mais forcément je n'avais pas encore fait, du coup je pense qu'ils vont m'aligner là-dessus. Ils vont vraiment m'éclater pour ça. Et bien sûr, comme par hasard, j'essaie de faire le don à 30 millions d'amis et leur page ça marche pas. Donc voilà, je pense que je suis vraiment foutu. Alors du coup, les dons aux associations, il faut éviter, sauf si vraiment vous les faites chaque mois. Il y a les bénéfices produits, bien sûr, il ne faut pas mentir, il faut vraiment énumérer les vrais bénéfices produits, éviter que ça vous fait perdre du poids en 2 semaines si c'est pas vrai. Le stock, il ne faut pas mentir, il ne faut pas inventer un faux stock. Tout ça, c'est vraiment des conseils que les inspecteurs de la DGCCRF m'ont donné, puisqu'ils étaient assez, comme j'ai vraiment montré patte blanche, ils ont été assez gentils entre guillemets de leur côté, même s'ils font leur métier. Hein, si je mérite une amende, j'aurai une amende. Mais du coup, voilà, ne pas mentir sur le stock de vos produits, ne pas dire il y en a plus que 2 en stock si vraiment vous connaissez pas le stock de votre fournisseur. Ne pas mettre de faux timers. Ça, c'est un site, c'est une bonne technique marketing, mais le timer, en résumé, ça, pour ceux qui ne connaissent pas trop, ça indique juste aux clients qu'il vous reste 12 heures pour la promotion. Si c'est pas vrai, si c'est une promotion qui reste vraiment toute la durée de vie du site, la DGCCRF peut vous aligner là-dessus. Donc il faut faire attention avec ça. Pas de promotion abusive, bien sûr. Il ne faut pas faire des moins 80% si c'est pas vrai. Moi, je fais plutôt du moins 30, moins 40%. C'était idéal. Donc, pas mentir sur les promotions. Oui, l'idéal aussi pour les promotions, c'est d'avoir vendu des produits au prix que vous barrez. Ça vous évite toute amende apparemment. Si vous avez vraiment vendu le produit par exemple, si vous voulez le vendre à 40 euros, si vous avez vraiment vendu le produit à 80 euros, vous pouvez, même un produit vendu à 80 euros, vous pouvez barrer 80 euros et le mettre à 40 euros. Et là, normalement, il n'y a pas de souci. C'est ce qu'ils m'ont expliqué. Donc, pas de promotion abusive. Se procurer des échantillons pour contrôler la qualité, ça, c'est vraiment l'idéal. Moi, c'est pas possible pour moi puisque j'avais 550 produits. Donc, vraiment tout commander, ça aurait été un peu compliqué. Donc, l'idéal, c'est de commander les produits, de faire analyser, vraiment d'analyser vous-même les échantillons. En cas de contrôle, vous avez directement les échantillons et vous pouvez leur montrer votre sérieux, entre guillemets. Ça peut être utile. Donc se procurer les échantillons, bien sélectionner votre fournisseur. Là, ils m'ont demandé carrément pourquoi j'avais sélectionné ces fournisseurs. Donc si j'avais vraiment regardé leur notation, parce que moi je commandais sur AliExpress, c'est vraiment du dropshipping basique. Si je m'étais vraiment basé sur leur note AliExpress ou si j'avais choisi au hasard. Donc là, je vous avoue que moi, je regarde pas, je fais juste attention que la livraison soit rapide, mais je regarde pas forcément la note du fournisseur. Je regardais vraiment les produits qui avaient du potentiel sans forcément regarder la note. Donc j'ai eu de la chance, je suis tombé sur un fournisseur parce qu'ils m'ont demandé des échantillons pour 3 produits et je suis tombé sur des fournisseurs pour lesquels il y avait une bonne note sur AliExpress, donc j'ai eu de la chance. Mais voilà, ils vous demandent vraiment les preuves de la bonne sélection des fournisseurs pour montrer que vous êtes de bonne foi. Il y avait ensuite, du coup, la convention de médiation, bien sûr. Ça, c'est un papier qui est obligatoire sur le site. Ça permet, ils m'ont expliqué que ça permettait aux clients mécontents, si le SAV ne leur répond pas, ce qui était parfois mon cas puisque j'avais une équipe à l'île Maurice qui gérait le SAV. Ils ne répondaient pas toujours aux mails, c'était pas très sérieux. Puisque c'était à distance, ils en profitaient un peu. J'ai changé d'équipe par la suite. Mais quand ils n'avaient pas de réponse, ils auraient pu passer
par cette convention de médiation. Et en fait, c'est tout simplement le fait de leur donner un contact, un médiateur, qu'on paye malheureusement pour chaque personne qui le contacte. Je crois que c'est 1 000 €, donc ça va très vite. Un médiateur qui, en fait, il fait un peu le rôle d'avocat entre nous et les clients. Donc ça, c'est une page obligatoire, la convention de médiation, à avoir sur le site. Bien sûr, il faut envoyer les produits. Ça, c'est normal, mais il y a des amis à moi qui ne le font pas. Et là, franchement, s'ils s'étaient fait contrôler, ils auraient été très très mal, puisque je connais un gars qui vend des frigos. Donc je trouve vraiment pas ça très éthique. Il vend des frigos à 1 000 € à des familles qui ont économisé un certain temps pour s'acheter ce frigo et il n'envoie pas le produit. Donc voilà, c'est pas très éthique. Donc la DGCCRF, c'est pour ça qu'ils nous demandent les preuves d'achat des différents produits. Pour éviter ils alignent tous ceux qui n'envoient pas les produits. Et il y en a beaucoup. Il y en a plus qu'on le pense. Parce que les frigos sur Google Ads, apparemment, ça marche bien. Un petit tips. Ensuite, il faut fournir les factures. Il faut fournir les factures, du coup. Les clients, il faut tout simplement être en capacité de leur fournir les factures. Donc là, c'est très important pour la DGCCRF apparemment. Donc je vous conseille de passer, vous tapez tout simplement dans le Shopify Store Invoice et vous allez trouver plein d'applications gratuites qui vous permettent de faire ça. Il faut fournir aux clients un formulaire de rétractation. Je ne savais même pas que ça existait avant d'avoir ce contrôle. Donc c'est juste une petite page qui leur permet de nous contacter et de se rétracter en cas d'insatisfaction pour votre produit, tout simplement. Donc avoir un formulaire de rétractation. Bien rembourser les clients mécontents, c'est ce que je faisais. Je m'étais fixé un jour par semaine, je remboursais tous les clients mécontents sur PayPal, Stripe. Je regardais le SAV, le tableau Excel qu'il m'avait fait. Enfin, il faut vraiment avoir un vrai suivi parce que pour éviter le nombre de plaintes sur les sites comme Signal Conso ou Trustpilot. Ça, c'est l'idéal de gérer le SAV vraiment de manière éthique. Être déclaré et avoir les preuves. Ils m'ont carrément demandé les preuves que je déclarais mes impôts. Je pense que si je n'avais pas fait, ils auraient contacté l'URSSAF ou quelque chose comme ça. Donc heureusement, j'étais en règle. Éviter les jouets pour enfants, comme je vous le disais, c'est super réglementé en France. Il suffit qu'un enfant avale un œil ou se blesse avec la peluche et vous pouvez aller en prison si vous n'êtes pas assuré. Donc moi, je déconseille cette niche, pardon. Donc éviter les jouets pour enfants. Fournir aux clients une page charte qualité. Ça, c'est tout simplement une page, par exemple, sur mon site. Heureusement, j'en avais une, mais elle n'était pas en règle. Je disais que je sélectionnais à la main les différents produits, alors que bien sûr, c'est mes fournisseurs qui les envoient sans que moi je les touche. Donc ça, ils m'ont bien enguirlandé là-dessus. Donc avoir une charte qualité qui reflète vraiment la réalité de votre boutique. Être assuré en cas d'accident. Tout simplement, moi, j'étais pas assuré pour cette boutique, mais je sais que si je revends des produits à risque, je m'assurerai. Et coopérer, bien sûr, comme je vous le disais, il faut vraiment montrer patte blanche en cas de contrôle. Et en même temps, il ne faut pas leur dire trop d'éléments parce qu'ils vont faire comme s'ils étaient amis avec vous, mais c'est pour vous faire parler en fait. Après, vous recevez une lettre bien salée où il change un petit peu ce que vous avez dit. Enfin, faut faire attention. Donc, il faut montrer patte blanche, mais à la fois pas trop en dire si vous avez fait des bêtises. Voilà. Est-ce que vous avez des petites questions ? Ouais. Oui. Je veux quitter la ratrice là. Ouais. Ça m'a pas. J'ai pas dormi pendant quelques semaines, mais ça me décourage pas, ouais. Tant que je serai pas mort, j'arrêterai pas. Mais du coup, t'as pas encore eu ton amende ? Non. Bah là, j'attends. Ça fait 1 mois que j'attends leur réponse. J'ai la pression, mais je fais comme si j'avais rien. Je continue le business. Je fais de l'immobilier. Je fais vraiment comme si c'était rien passé. Ça m'a fait 30 000 € d'apport, mais j'ai pas le choix que d'attendre et voilà. Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles. Faut t'exiler à Dubaï. Hein. Voilà, je vais m'enfuir. Si j'ai une amende de 825 000 €, je m'enfuis. Merci à tous. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Du coup, c'est le moment où je me fais un petit coup de pub. Si vous voulez poser la moindre question, n'hésitez pas à me contacter, surtout sur Instagram. Je suis actif. Je me connecte un petit peu tous les soirs. Et je voulais faire mes remerciements à Cédric, parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de te parler en live, et c'est pas à toutes les personnes qu'on a l'occasion de dire ça, mais je pense que tu as changé ma vie. J'étais en médecine quand j'ai découvert tes vidéos sur mon bureau dans ma chambre. Je travaillais 14 heures par jour. Et c'est un métier qui m'avait été recommandé par mes parents.
Je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout. C'était 14 ans d'études pour faire radiologue sans être payé. En fait, pendant 14 ans, j'aurais quasiment pas été payé, sauf en interne, mais ça représente vraiment un petit salaire. Et je me suis rendu compte que j'avais des amis passionnés et que c'était pas du tout mon truc d'apprendre des tailles de cellules par cœur, 2800 pages par an, mot à mot, mot à mot, virgule par virgule, c'était pas du tout mon truc. Donc j'étais sur mon bureau, j'ai vu une vidéo de Cédric avec sa Porsche 911 GTS et j'ai rigolé comme un imbécile dans ma chambre et le lendemain j'ai dit à mon père j'arrête médecine. Et j'ai fait ingénieur informatique, du coup c'est un domaine qui me plaît un peu plus aujourd'hui, dans lequel je peux un petit peu plus m'épanouir. J'ai fait la même école que Cédric, je pense que tu as fait la même spécialité que moi, MSI, Management des systèmes d'information. Donc ça me permet d'être chef de projet chez Vinci Énergie. Donc en gros, moi j'ai pas de tabou avec l'argent, ça me paye 2400 par mois net, mais je suis vraiment pas épanoui dans mon job. Toutes les idées que j'ai, je peux pas les mettre en œuvre. Voilà, je veux vraiment être indépendant et pouvoir voyager, mettre à l'abri ma famille, etc. Enfin, vraiment quitter la rat race. Et j'ai participé au séminaire ImoLife 2018. C'est là où on a pu faire la petite photo. Et je lui ai dit, Cédric, qu'est-ce que je pourrais faire avec... j'avais pas grand-chose à cette époque-là. J'avais 2-5 000 euros d'économie sur mon compte. Et il m'a dit dropshipping. Et le lendemain, je me suis formé en dropshipping. Je suis passé à l'action directe. Et voilà, au bout de 6 mois, j'ai commencé à avoir des résultats quand je me suis intéressé au SEO. Et mon but, c'était vraiment de me faire 20 000 euros de bénéfices nets avec le e-commerce pour ensuite faire un apport dans l'immobilier ou du moins rassurer les banques grâce à cette épargne. Et voilà, là, je me suis fait 30 000 nets et je vais pouvoir rassurer les banques. Là, je suis sur l'acquisition d'un immeuble de rapport. Donc voilà, j'espère que ça aura changé ma vie. Merci Cédric. Merci à tous. Ah bah, tu lui diras que la page pour faire les dons marche pas. Ça marche, merci. J'ai une question. Yes. Tout d'abord, bravo pour ce témoignage. Je pense que c'est vraiment enrichissant et c'est pas évident de témoigner sur une mésaventure comme ça. Et j'espère que ça se terminera bien pour toi. Merci. Qu'est-ce qu'il est advenu de ton site? Mon site a été supprimé. J'ai eu le contrôle un jeudi après-midi. Le samedi, j'ai voulu me connecter pour passer les commandes, il était supprimé. C'est Shopify qui a supprimé ton site directement. Je pense qu'ils auraient été informés directement par la DGCCRF. En fait, je pense qu'ils mentent. Ils m'ont dit que c'était pas eux, parce que j'ai eu une deuxième convocation. Et en fait, j'ai eu le contrôle le jeudi, le samedi c'était supprimé. Donc ni espace Shopify, ni site sur Internet. Donc je suis passé du rang 1 à rien. Ça avait disparu, tout le travail pour rien. Enfin, pas pour rien, mais voilà, plus de business. Et voilà, je pense que c'est la DGCCRF qui a contacté Shopify, parce que 2 jours après, ça aurait été un hasard incroyable. Mais je pense que c'est eux qui ont fermé le site. Ouais. Ok, merci. Ouais. Une autre question. J'ai un ami à la DGCCRF. C'est vrai Ah bah. Non, je déconne. Il y avait une question. Ce ne sera pas mon ami. Je voulais savoir, tu as délégué du coup tes pubs, c'est ça? Yes, exactement. En fait, je faisais le SEO moi-même et j'ai délégué la pub Google. C'était tout simplement, j'ai contacté Yomi, Denzel, je pense que tu le connais, il réussit pas mal en e-commerce. Et j'ai travaillé avec son associé qui est vraiment spécialisé sur Google Ads. Donc il a lancé des campagnes qui ont très bien marché, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que j'aurais pu le faire tout seul. Donc je me suis séparé de son équipe. C'était tout simplement une campagne en shopping intelligente. Donc il y avait juste à scaler le budget et c'est tout. Okay. Donc une fois que tu as un bon site en SEO et que tu as les bons mots-clés, le fait de lancer une campagne Google Shopping intelligente, ça se fait tout seul en fait. Ok, ça marche. Merci à toi. Pas de souci. Merci. Déjà, merci pour l'intervention. J'avais une question sur la certification en fait. Tu as présenté que c'était un élément important. Alors, est-ce que c'est possible de faire ce certificat-là par des fournisseurs qui sont en Chine, notamment hors Union européenne? Alors, tu peux essayer de les contacter, tes fournisseurs, mais ils ne répondent pas. Si c'est sur AliExpress, ils ne répondront pas. J'ai envoyé 500 messages, j'ai eu 2 réponses pour me dire qu'ils les avaient pas. Donc sur AliExpress, je ne pense pas qu'ils aient les normes CE. Comme eux, ils sont en Chine, ils risquent rien puisqu'ils ne vendent pas dans leur pays. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Eux, ils risquent rien. Mais moi, comme je suis le revendeur en France, c'est moi qui prends tous les risques. Donc voilà, ils n'ont pas les normes CE. Je pense qu'il y en a qui les ont, mais les miens, ils les avaient pas. Pas d'autres questions? La norme CE, normalement, je pense que tu peux demander à un agent, si tu as un agent, de te les procurer.
Je pense que ça se fait. Si tu as un produit, c'est simple. Si tu as 550 produits, c'est un peu compliqué. Ouais. Cool, bah merci Antoine. Yes, merci. Oui, on apprend tous des choses et tout, mais encore une fois, c'est une bonne expérience et tu vas juste être plus fort en fait. Et c'est ça, quand je disais le thick skin, la peau de crocodile de Pachita m'a développé, c'est ça. Tu prends des coups et l'idée c'est on se relève, tu vois. C'est un gros apprentissage, une grosse formation que tu as fait là, une grosse formation accélérée. Et voilà, après, comment ? Non, parce que tu vois, c'est intéressant, on verra. Hors taxe, on verra, on en parlera, mais comme tu l'as dit, ils savent à qui ils s'adressent, ils t'ont reçu, ils voient bien que... Voilà, donc je sais que c'est le marketing de la peur. Romain aime bien faire le marketing de la peur. Vous risquez mais c'est intéressant. On verra du coup quel sera l'épilogue de cette histoire, mais moi je suis assez confiant sur l'issue. En tout cas, merci, mais juste voilà, il faut comprendre qu'on apprend, c'est une formation en accéléré, mais je suis confiant pour l'issue de ça. Donc, peut-être